Question pour un champion. Quelles sont les blockchains à suivre en 2024? Quelles sont les blockchains qui vont proposer les opportunités d'airdrop les plus juteuses, les plus lucratives en 2024? Frérot, on va voir ça ensemble. Alors, tu connais ton gars, tu sais qu'actuellement, je suis biaisé envers Solana qui est selon moi un des meilleurs écosystèmes. Mais après, tu sais qu'on est des mecs virils. On garde un œil sur le marché parce qu'on ne va pas uniquement se concentrer sur Solana. Il ne faut pas qu'on tombe amoureux. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va explorer le narratif d'Ethereum et CL2 pour voir quelles sont les blockchains qui arrivent avec un fort potentiel, mais qui pourraient aussi nous apporter des airdrops très 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 intéressants. Donc tu connais ton gars, si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici on parle crypto, Web3, DeFi pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Bon frérot, j'ai fait une mind map pour étayer mes propos. On va la parcourir ensemble. On va commencer par revenir sur des éléments qu'on avait abordés lors de la première vidéo que j'avais fait sur la modularité. Donc là, on a l'écosystème blockchain. Au départ, on a vu l'émergence de blockchains qu'on qualifiait de monolithiques. Monolithiques pour composer d'un bloc. Parmi les plus connus, on peut mentionner Ethereum, Bitcoin, Solana ou même Avalanche. D'ailleurs, Avalanche en ce moment, en termes de performance, le AVAX nous a fait des dingueries. Et Avalanche, c'est une blockchain à suivre, notamment pour le gaming et un peu pour la tokenisation. Mais bon, pour revenir aux blockchains monolithiques qu'on qualifie aussi de L1, celles-ci, sauf exception, veulent optimiser la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Mais elles font face à un défi qui fait qu'elles ne peuvent optimiser ces trois aspects en même temps et doivent faire un compromis. On a donc Bitcoin et Ethereum qui optimisent pour la décentralisation et la sécurité au détriment de la scalabilité, ou Solana qui optimise pour la scalabilité et la sécurité au détriment de la décentralisation. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est l'architecture de ces blockchains monolithiques. On peut les séparer en 4 couches. La première, c'est la disponibilité des données, le fait que les données puissent être accessibles à toutes les parties prenantes à la sécurité de la blockchain. On a le consensus, c'est le fait de se mettre d'accord sur la manière dont les transactions doivent être validées. On a le settlement qui permet de gérer tous les potentiels litiges reliés à la validation des transactions. Et on a l'exécution. Donc, dans le cadre des blockchains monolithiques ou dites L1, toutes ces couches sont gérées par la blockchain en question. Comme on a pu le voir juste avant, ces blockchains ne peuvent pas être excellentes partout. C'est pour ça qu'on a vu émerger le narratif de la modularité et des blockchains de layer 2. Parce que pour faire très simple, une blockchain de layer 2 est une blockchain qui se base sur une blockchain de layer 1 et se concentre sur un seul aspect spécifique. Si on prend l'exemple d'Arbitrum, Arbitrum va se baser sur la blockchain Ethereum, va laisser Ethereum exceller dans tout ce qu'elle sait faire et Arbitrum va se concentrer sur l'exécution des transactions pour amener la scalabilité. Donc on voit que l'émergence des layers 2 répond à un vrai problème. Parce que là, si on se concentre sur Ethereum, Ethereum c'est une blockchain qui est lente et chère, mais grâce aux blockchains de layer 2 comme Arbitrum, on peut avoir une blockchain qui hérite de la sécurité d'Ethereum tout en étant plus rapide et moins chère. Et ça, c'est un peu une prémisse du narratif de la modularité. Donc d'un côté, on a les blockchains monolithiques qui gèrent toutes ces couches. De l'autre côté, les blockchains modulaires. Donc chaque couche peut
être gérés par une blockchain différente. Parce que plus ce narratif évolue, plus les possibilités de connexion entre les blockchains évoluent. Et là, on va faire une petite pause où je vais te mentionner deux projets à suivre de très très près, notamment pour des potentiels airdrops. Mais dans tous les cas, la watchlist sera dans l'article, le lien est en description. Le premier, c'est EigenDA, donc EigenDA qui vient de EigenLayer. On avait parlé de ce projet. C'est un projet qui veut utiliser les Ethers stackés pour les restacker et sécuriser des nouveaux protocoles. Ils ont également lancé leur blockchain qui se concentre sur la disponibilité des données. Dans ce narratif, on a aussi Celestia, qui est une blockchain qui se concentre sur la disponibilité des données. D'ailleurs, on a pu voir que ce dernier mois, le TIA a explosé. C'est notamment relié au fait que Celestia soit un projet dans l'écosystème Cosmos et que Cosmos est très généreux en airdrop pour les personnes qui stackent des multiples cryptos de leur écosystème, dont le TIA. Donc là, on a compris la différence entre blockchain monolithique et blockchain modulaire, mais on a surtout compris la pertinence d'avoir la modularité dans le développement de blockchain. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, ce sont les différents types de blockchain modulaires qui existent. On va se concentrer sur les principales, les optimistiques et les zero knowledge. Donc, si on prend les optimistiques, je t'ai fait un petit schéma de leur processus. On a les utilisateurs qui effectuent des transactions. Celles-ci vont aller vers un séquenceur qui va s'occuper de les regrouper et les ordonnées. Ensuite, le séquenceur va envoyer ces transactions regroupées au smart contract de la blockchain de Layer 1 et la caractéristique des blockchains L2 qu'on appelle aussi roll-up parce que les blockchains sont regroupées optimistiques et que les transactions sont considérées comme valides à part si elles sont challengées. C'est pour ça que quand les transactions auront passé l'étape du smart contract, elles vont passer l'étape d'une période de challenge de 7 jours où les parties prenantes à la sécurité de la blockchain pourront analyser ces transactions et voir s'il y a des suspicions de fraude ou pas. S'il n'y a aucune suspicion de fraude, la transaction pourra être approuvée sur la L2. Mais s'il y a suspicion de fraude, ces transactions vont passer par un mécanisme de preuve de fraude. Et si les suspicions de fraude s'avèrent être vraies, la transaction sera rejetée. Et si les suspicions de fraude sont infondées, la transaction pourra être approuvée. Et tu vois, cette période de 7 jours est assez importante parce que ça veut dire que si on veut retirer des fonds d'une blockchain L2, on devra justement attendre 7 jours, attendre que la période de challenge soit expirée, surtout s'il y a suspicion de fraude concernant nos transactions. Donc ça, c'est le processus des optimistiques roll-up. Et parmi les plus connus, on peut mentionner Arbitrum, Optimism ou Base. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Base, c'est qu'elle se base sur un produit technologique qui a été créé par Optimism pour permettre au projet de lancer une L2 assez simplement. Mais là, je vais y revenir parce qu'il y a il y a un autre narratif qui découle de cette action-là. Mais avant ça, on va essayer de comprendre l'autre type de blockchain modulaire qui est le Zero Knowledge. Donc Zero Knowledge, c'est pour Zero Knowledge Pro. En fait, c'est bon, je te mettrai la traduction en français, j'ai oublié de la mettre, mais en gros, le process est un peu plus simple. Donc les transactions sont regroupées, elles passent par un séquenceur qui va les regrouper, les ordonner et générer une preuve de validité. Celles-ci vont ensuite rejoindre le smart contract de la L1 pour la vérification de ces preuves et la finalisation. Et si tout se passe bien, elles vont être approuvées sur la blockchain de Layer 2. Et parmi les plus connus, on peut voir Aztec. D'ailleurs, Aztec, blockchain très pertinente, notamment dans le narratif de la confidentialité. Linea,
grosse blockchain à suivre en 2024, surtout que derrière Linea, il y a l'entreprise Consensus qui est aussi derrière MetaMask. Donc, ils ont les fonds. Il me semble qu'ils ont fait une grosse levée de fonds. Et même si tu ne peux pas te rendre éligible à l'airdrop natif de Linea, tu peux éventuellement farmer des potentiels airdrops sur des protocoles qui se basent sur Linea. Et c'est pareil sur toutes les autres blockchains que je vais mentionner. Mais si tu veux la liste des protocoles qui pourraient avoir un potentiel airdrop, encore une fois, je t'ai tout partagé dans l'article en description. On a aussi ZK-Sync, et là, ça m'amène à te parler d'une spécificité reliée à ZK qui fait que ce narratif, cette technologie a émergé, notamment en 2023. En fait, au début, les Zero Knowledge n'étaient pas compatibles avec l'écosystème Ethereum. Mais dès que leur compatibilité a pu être possible, les possibilités quant au blockchain L2 se sont accrues. Et d'ailleurs, à la base, ZK Sync était une blockchain ZK qui n'était pas compatible avec Ethereum, c'était pas EVM compatible. EVM, c'est Ethereum Virtual Machine. Mais quand la compatibilité est arrivée, ils ont évolué en ZK 2.0 pour maintenant être renommé ZK Sync Era, enfin ZK Sync 2.0 qui maintenant est renommé en ZK Sync Era qui est EVM compatible. On a aussi Polygon, ZK EVM, Immutable et Scroll. Et je voulais te partager un tableau qui montre vraiment la pertinence de ces blockchains. Ce tableau, je l'ai vu sur le rapport de Binance sur le sujet. Donc là, on a une comparaison de plusieurs blockchains et on voit quel type de rollup c'est, du ZK ou de l'optimisme. Là, on a la base layer, la couche de base, la layer 1. Et quand on compare les frais de transaction, on peut voir que les frais de transaction sur les blockchains de layer 2 sont nettement inférieurs à ceux qu'on peut avoir sur la blockchain de layer 1. Donc on voit vraiment une pertinence et un intérêt à ce narratif. Mais après, tu vois, comme je te l'ai dit en intro, moi je suis biaisée parce que j'ai utilisé Solana. Quand on compare ça à Solana, on voit que même si ces Layer 2 améliorent l'expérience, quand on les compare à leur mère, Ethereum, Solana est quand même loin devant. Mais bon, encore une fois, frérot, on est des mecs virils, on reste ouvert. Peut-être que l'avenir nous donnera tort, donc c'est pour ça qu'il faut toujours explorer ce narratif. Par contre, ces blockchains de Layer 2 viennent aussi avec un désavantage, et je vais t'en parler tout de suite. On va revenir sur le système de transactions sur ces blockchains-là. Elles passent par un séquenceur. Le séquenceur envoie les transactions à la Layer 1 qui sont ensuite validées, approuvées sur la Layer 2. Mais le problème vient du séquenceur parce que celui-ci apporte un point de centralisation dont on voulait se détacher. Parce que si on se rappelle ce qu'on a dit au tout début, les blockchains veulent être décentralisées. Mais là, ce séquenceur centralisé est un SPOF pour Single Point of Failure. Si ce séquenceur a un problème, il pourrait impacter négativement l'ensemble de la blockchain. Donc la centralisation des séquenceurs est une menace à toutes ces layers 2. D'ailleurs, il me semble que la plupart des layers 2 ont dans leur roadmap la décentralisation des séquenceurs et là c'est un narratif qu'il faut aussi suivre de très très près. La décentralisation des séquenceurs. Pourquoi? Parce que les blockchains qui arriveront le plus rapidement à décentraliser leurs séquenceurs pourront voir leur potentiel élevé. Donc là, je t'ai partagé plusieurs projets qui s'inscrivent dans ce narratif. Donc on parle de séquenceurs décentralisés ou partagés, mais la finalité est la même. Parmi ces projets, il y a Espresso, Astria, Notkid et Radius. Alors, petit conseil, même si ces projets n'ont pas directement de token, le fait de les suivre te permettra de savoir avec quel projet, avec quel layer 2 ils travaillent. Et ces layers 2 pourront éventuellement lancer un token plus tard, ou les projets qui vont se développer sur ce layer 2 pourront lancer un token. Et c'est comme ça que tu peux essayer d'avoir de l'alpha avant les autres. Suivre les projets qui vont justement servir aux blockchains L2 qui veulent décentraliser leurs séquenceurs, parce que ça, c'est un problème qui est très très urgent. Un autre narratif relié au layer 2, c'est le RAAS pour Rollup
as a service. En fait, c'est tout simplement le fait de proposer aux développeurs des kits un peu clés en main pour leur permettre de créer leur propre blockchain de layer 2. Mais là, on peut se dire, mais je comprends pas, il y en a déjà. Pourquoi un projet voudrait développer sa propre blockchain? En fait, quand un projet développe sur une blockchain existante, parfois il peut être limité. Et s'il décide et s'il a la possibilité de créer sa propre blockchain de layer 2, il pourra créer une blockchain personnalisée qui sera pleinement adaptée à ses besoins. Mais tu vois, je suis pas trop bullish sur ce narratif dans le sens où s'il y a trop de layer 2, la liquidité va être fractionnée entre toutes ces layer 2 et selon moi, ces layer 2 vont perdre en sécurité. Et dans ce narratif, il y a plusieurs projets à suivre qui justement fournissent des blockchains qui les utilisent. On a par exemple Conduit, ça aussi ça vient de Binance Research et là on peut voir les blockchains qu'ils ont lancés. Donc là aussi ce sont des blockchains Adior, potentiel airdrop, potentiel projet, crypto pépite. On a Altlayer. Donc là, ils sont en testnet sur plusieurs chaînes, testnet, frérot, potentiel airdrop. Là, je te partage juste des pistes pour qu'après tu puisses faire tes propres recherches et trouver les projets que tu trouves pertinents. On a aussi Caldera. Là, ils ont lancé ces blockchains. On a aussi Gelato. Gelato, d'ailleurs, c'est un projet qui est très, très pertinent, qui est peut-être sous-coté. Ils ont même un token. Ils sont là depuis longtemps. Mais là, on peut voir qu'ils permettent de lancer des blockchains de type Optimistic et ZK. Et que là, ils ont lancé Astar ZK-EVM qui est en testnet. Alors, à vérifier, je sais pas l'heure, le jour à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais bon, à vérifier. Et encore une fois, même si ces blockchains sont en mainnet, si ce sont des écosystèmes qui t'intéressent, tu peux voir les petits projets à fort potentiel sur ces blockchains-là. Et dans tous les cas, ne t'inquiète pas, j'ai pris toutes les notes pour toi. Donc, tu retrouveras toutes ces blockchains dans l'article. Le lien est en description. Là, on va un peu se concentrer sur Altlayer parce que ils ont, enfin, en tout cas, Binance Research a partagé un graphique qui met bien en lumière l'écosystème de la modularité en partageant d'autres projets potentiels pépites. D'ailleurs, là, j'ai oublié Lumos qui est aussi en testnet. Donc voilà, à suivre dans ta watchlist. Donc là, on peut voir l'écosystème d'Altlayer. Donc là, ils ont plusieurs couches. Il y a le séquenceur, le roll-up, SDK, la technologie qui permet de créer des roll-up, la disponibilité des données, l'interopérabilité et le settlement. Et parmi les projets que je voulais te partager, il y avait aussi Avail. Donc, on parle beaucoup de Celestia, mais Avail, c'est un autre gros projet dans le narratif de la disponibilité des données. Donc là aussi, projet à suivre de très très près. Dans tous les cas, je te partagerai les liens de ces projets dans l'article en description. Là, je veux juste te partager quelques pistes de réflexion. Donc là, c'était ce que je voulais te dire pour étendre le narratif de la modularité. Mais là, j'aimerais qu'on se concentre sur les ZK. On a compris leur processus. Je ne sais pas si je t'avais rappelé la définition, mais pour faire simple, les ZK, c'est une technologie qui permet de prouver qu'une information est vraie sans dévoiler l'information en question. Donc, les projets se servent de la technologie ZK pour la confidentialité, mais aussi pour la scalabilité. Et quand on parle de zero knowledge, il y a deux types de zero knowledge proof à retenir et on va les voir ensemble. On parle aussi de validity proof quand on parle de zero knowledge. D'autres diront que validity proof est le terme plus adapté. Bon, je te laisserai t'approprier le terme que tu souhaites. Mais en gros, il y a deux types qu'il faut qu'on retienne, les ZK Snark et les ZK Stark. Alors, j'ai oublié la traduction en français, frérot, je te l'écrirai. Parce que là, c'est en anglais et je te l'écrirai. On va essayer de comparer les deux. Déjà, ah oui, non, ouais. Le ZK Snark. Le ZK Snark date de 2010 alors que le ZK Stark date de 2018. Et quand on prend le setup requirement, le setup requis, dans le Snark, on doit faire confiance à un tiers. Donc il y a un peu une part de centralisation qui peut aussi faire émerger un risque. Est-ce qu'on fait confiance à ce tiers? Tandis que le Stark n'a pas besoin de tiers de confiance pour être mis en place. Dans les preuves qui sont générées, pour le Snark, elles sont très petites, alors que pour le Stark, elles sont assez élevées. Et quand on prend le temps de vérification, il est beaucoup plus rapide sur le Snark de par le fait que les preuves soient plus petites que sur le Stark. Mais l'avantage du Stark, c'est que si on prend un volume assez élevé de transactions, Stark
pourrait être plus scalable. Et dans la transparence, comme le SNARK dépend d'un tiers de confiance pour être mis en place, il est moins transparent que le SNARK. Et l'autre point qui est très 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 pertinent, qui concerne une menace, qui concerne même l'ensemble de l'écosystème crypto, c'est la menace de la preuve des ordinateurs quantiques. Donc, le SNARK n'est pas résistant aux attaques quantiques, tandis que le Stark l'est. Et tu vois, moi, quand j'ai vu juste cet argument-là, je me suis dit, ok, donc si je voulais miser sur une technologie entre le Snark et le Stark, de par ce simple aspect-là, le Stark pourrait être beaucoup plus pertinent. Parce que le calcul quantique, je sais plus quel est le terme, la résistance aux attaques quantiques. Bon, je te mettrai le terme en français, frérot, parce que là, le Vaussaire, il est un peu endormi. Mais en gros, c'est une vraie menace qui pourrait porter atteinte à l'écosystème crypto. Ensuite, quand on parle de complexité, la complexité reliée au SNARK est moindre comparée à celle reliée au Stark, mais il faut aussi se rappeler que le Stark est une technologie beaucoup plus récente qui est encore en train d'évoluer. Maintenant, on va voir quelles sont les blockchains qui évoluent dans ces différentes technologie. Pour le Snark, on a Zcash. Zcash, c'est un peu une alternative à Monero. On a Taiko d'ailleurs, frérot, Taiko, potentiel airdrop gratuit à farmer. Je te l'avais partagé dans le challenge de 0 à 1000, donc tu retrouveras le lien en description si tu veux rejoindre le challenge. Et dans tous les cas, je te partagerai aussi Taiko dans la fiche récap, le lien en description. L'autre blockchain qui exploite Snark et Scroll. Scroll, encore une fois, ils ont un potentiel airdrop, mais même si tu ne peux pas te rendre éligible, pareil, les projets qui tournent autour de cet écosystème pourraient éventuellement être pertinents. Je te les partagerai dans la fiche récapitulative. Et quand on parle du Stark, il y a deux projets majeurs. Je vais commencer par la fin. Le dernier, c'est Polygon Midden. Alors, j'avais vu cette info dans le rapport de Binance Search, mais le premier et le plus populaire, c'est Starknet. D'ailleurs, à vérifier, je te mettrai aussi la confirmation ou l'information en commentaire, mais il me semble que Starknet a été créé par l'EDE ou une personne qui est aussi à l'origine du ZK Stark. Et là, je voulais qu'on fasse un point de réflexion. Parce que actuellement, frérot, tu connais ton gars, on parle français. L'expérience utilisateur sur Starknet est vraiment exécrable dans le sens où la blockchain est lente, les frais de transaction sont élevés. En revanche, il se pourrait que dans un futur, si toutes les théories concernant leur technologie s'avèrent être vraies et puissent être mises en application, celle-ci pourrait être une des blockchains les plus pertinentes et les plus intéressantes parmi l'écosystème des blockchains de l'ère 2. En tout cas, c'est mon avis au vu des informations que je t'ai partagées, mais encore une fois, c'est un écosystème grandissant et naissant. Donc, à toi de faire tes propres recherches et me dire ce que tu en penses. Mais en gros, là, ce que je me dis, c'est que même si en l'état, Starknet, c'est horrible pour les utilisateurs, si leur feuille de route est intéressante et qu'ils arrivent vraiment à mettre en pratique tout ce qu'ils pensent pouvoir faire théoriquement parlant, ça pourrait être une grosse dinguerie. Ça pourrait vraiment être une grosse dinguerie. En plus, Starknet, ils sont pas dans la même catégorie que les autres. Eux, ils ont développé leur propre langage. Starknet, c'est pas du Solidity, c'est du Cairo. Alors, je pense qu'il y aura des adaptations avec les autres langages comme Solidity, ou c'est quoi déjà le langage de Solana? J'ai un trou de mémoire. En tout cas, affaire à suivre. Ils ont aussi un système qui a creusé, c'est leur système de couches. Donc là, en fait, on retrouve notre L1 qui est Ethereum. Après, il y a la L2 qui est Starknet public et ils veulent développer un système de L3 où il y aura d'autres rollups qui hériteraient d'Ethereum et de Starknet. Il y aura aussi des L3 qui seraient spécifiques à certaines applications. Et ils parlent même de L4 pour ajouter une couche de confidentialité. Alors, je pense qu'actuellement, c'est théorique ou en tout cas, c'est pas encore un stade avancé, mais je pense que c'est quand même un écosystème à suivre de très près pour son potentiel, même si à l'état actuel, c'est pas encore ça. Dans tous les cas, frérot,
Partage-moi tes retours en commentaire. Toutes les blockchains abordées et les potentiels airdrops seront listés dans la fiche récapitulative. Le lien est en description. Merci pour ton temps et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.